Mon nom c'est Peter van Rollegem, je suis professeur ici à l'Université Laval et membre de l'Institut Hydro-Québec, EDS. Et j'ai le plaisir de vous présenter Gérard Payen. Comme vous voyez déjà sur le premier acétate, il est former Aquafed president, donc il vient d'arrêter sa présidence de l'Aquafed il y a seulement 2 semaines. Il m'a dit que c'était seulement à cause de ça qu'il pouvait venir parce que c'était trop occupé avant. Aquafed, c'est la Fédération internationale des opérateurs privés de services de l'eau. Il a été aussi très actif aux Nations Unies dans le Conseil pour l'eau et l'assainissement. Et moi, je connais Gérard Payen depuis 10 ans, je pense, dans le cadre de l'Organisation internationale sur l'eau, l'IWA, où j'étais membre avec lui du Strategic Council qu'il présidait. Puis chaque réunion, chaque année, j'ai vu sa passion pour l'assainissement et l'eau. Puis je pense qu'il va passer un peu ses messages dessus. Ce qui est important, c'est de voir, c'est qu'on a commencé la journée avec la cosmologie. On est descendu au niveau de la ville. Et maintenant, on va se situer entre les deux. On va regarder le monde et la politique là-dessus. Gérard. Merci Peter. Bonjour à tous. Je suis ravi d'avoir été invité aujourd'hui à vous parler d'eau dans un contexte plus spécialement lié aux problèmes éthiques. Peter m'a présenté rapidement. Je crois qu'il faut que je vous dise que je suis un praticien de la gestion de l'eau. J'ai passé toute ma carrière à m'occuper de trouver des solutions aux problèmes liés à la gestion de l'eau dans un grand nombre de pays, des pays secs, des pays humides, des pays riches, des pays pauvres. Ces dernières années, j'ai dirigé la Fédération internationale des entreprises privées de services d'eau, qui alimente des centaines de millions de personnes en eau chaque jour. Mais j'ai aussi, depuis 10 ans, je suis conseiller pour l'eau du secrétaire général des Nations Unies, ce qui m'a amené à réfléchir beaucoup aux politiques publiques liées à l'eau. Pour terminer de me présenter, je tiens à vous dire que j'ai publié 2 livres, un qui est un petit livre sur les enjeux de l'eau au niveau mondial. Nous allons en parler. Mais l'année dernière, j'ai publié un livre qui s'intitule « De l'eau pour tous ». Alors, vous ne voyez pas bien le sous-titre parce qu'il est écrit en petites lettres, mais c'est le sous-titre qui est important. Le sous-titre, c'est « Abandonner les idées reçues, affronter les réalités ». Parce que ma pratique de la gestion de l'eau m'a montré que les idées reçues sont extrêmement nombreuses et malheureusement gênent énormément la prise des décisions qui s'imposent pourtant. Alors, pour vous parler d'eau, je vais le faire au niveau mondial, comme l'a dit Peter, pas au niveau cosmologique ni au niveau local, mais au niveau mondial. Je voudrais d'abord vous commenter le rôle des politiques publiques en matière d'eau. Ensuite, vous indiquer qu'au niveau mondial, il existe des objectifs. Alors, sont-ils suffisants ? C'est ce que nous verrons après en regardant, en explorant les problèmes liés à l'eau, qui sont très nombreux, et nous essayons de voir si ces objectifs mondiaux y répondent. Enfin, je terminerai par l'évocation avec vous d'une grande question qui se pose aujourd'hui aux Nations Unies, et donc à tous les gouvernements, et quelque part à toute l'humanité. Quels sont les objectifs communs de l'humanité qui seront décidés l'année prochaine comme objectifs de développement durable? Est-ce qu'il y aura une place pour l'eau et les problèmes qui sont liés à l'eau? Alors commençons par les politiques publiques. Pourquoi vous parlez de politique publique? Il y a beaucoup de problèmes liés à l'eau sur cette planète. On en a déjà vu plusieurs ce matin. Nous sommes 7 milliards à habiter cette planète. Nous utilisons chacun de l'eau chaque jour. Donc il y a au moins 7 milliards de problèmes liés à l'eau. Chaque individu a une relation à l'eau et il faut résoudre ses besoins. Mais aujourd'hui, personne
ou je dirais dans la plupart des cas, personne ne peut résoudre ces problèmes tout seul. Les problèmes de l'eau sont des problèmes qui se résolvent par une action collective. Ce n'est pas vous, individuellement, qui allez trouver l'eau dont vous avez besoin chaque jour. Et une action collective, ça veut dire une politique publique. Les problèmes de l'eau aujourd'hui sont tellement intégrés qu'ils ne se résolvent pas par des questions de marché. Ils se résolvent par des politiques. Par des politiques qui sont prises au niveau des gouvernements, que ce soit les autorités locales, les autorités nationales, voire le niveau mondial. Et je vais aujourd'hui me contenter de vous parler du niveau mondial. Nous avons vu tout à l'heure avec Durban ce qui se passe au niveau local. Moi, je vais vous parler du niveau mondial. Alors, la gestion de l'eau, c'est un problème politique, mais en matière d'éthique, il y a un aspect important à voir, c'est que les individus sont aussi des citoyens. Et de ce fait, ce sont eux qui décident des politiques publiques. Ça peut ne pas paraître évident, mais aujourd'hui, dans la plupart des pays, en tout cas dans la plupart des démocraties, les politiques publiques ne se décident jamais contre l'opinion publique. Il faut le soutien d'une masse importante de citoyens pour qu'une politique soit décidée. Et si je vous parle de ça dans un contexte éthique, c'est parce qu'il y a une grande question pour les citoyens. Est-ce qu'aujourd'hui, ils soutiennent les politiques publiques en matière d'eau qui sont nécessaires, celles dont leurs voisins ont besoin et celles dont eux ont besoin? Le livre dont je parlais tout à l'heure porte là-dessus. En effet, malheureusement, le nombre d'idées reçues sur la gestion de l'eau est tellement élevé, il y a tellement de quiproquos, de malentendus sur la gestion de l'eau, qu'aujourd'hui l'opinion publique souvent se trompe. Je ne dis pas tout le temps, mais souvent, et en se trompant, elle empêche les politiques publiques de prendre les bonnes décisions. Alors on ne cesse de crier dans les grandes réunions qu'il faut plus de volonté politique. Certes, mais la volonté politique, elle n'existe que si les citoyens la soutiennent. Donc cette espèce de mélange entre les besoins, les politiques qui peuvent apporter des solutions et le soutien des citoyens est au cœur des problèmes d'éthique et d'eau, de mon point de vue. Alors maintenant, pour essayer d'accréditer cette idée de politique, parce que ce n'est pas évident, et vous n'allez pas me croire du premier comme ça. Je vais prendre deux exemples, qu'on trouve d'ailleurs dans mon livre. Ici, vous avez l'Afrique, avec en bleu les pays qui sont inondés d'eau, où l'eau est très abondante, et en rouge, les pays où il manque d'eau, enfin les pays désertiques, disons. Eh bien, où pensez-vous qu'il y a des problèmes d'accès à l'eau potable? Où pensez-vous que les personnes ont des difficultés d'avoir accès à l'eau potable? Ce sont dans les pays qui sont en rouge. Non pas sur cette carte, mais sur celle-ci. Vous avez ici la carte des pays dans le monde où plus de 40% de la population n'a pas d'autre solution que de trouver de l'eau à l'endroit où les animaux utilisent la même source d'eau et donc sont potentiellement contaminés par des animaux. Vous voyez qu'en Afrique, ce sont essentiellement des pays où il y a énormément d'eau. Pourquoi ces pays ont-ils des difficultés à apporter de l'eau potable à toute leur population? C'est une question de priorité politique. Et je vous donne un autre exemple. Vous avez ici un graphe sur lequel en abscisse, vous avez les pays, enfin un certain nombre de pays qui sont mentionnés, avec en abscisse leur revenu moyen par habitant, le PIB par habitant. Et en ordonnée, la proportion de la population qui a accès à de l'eau du robinet. Eh bien, vous voyez que le critère de richesse du pays n'est pas un bon critère pour savoir si les gens ont de l'eau au robinet ou pas. Il y a des pays beaucoup plus pauvres que les autres dans lesquels une grande partie de la population a accès à de la bonne eau. À l'inverse, il y a des pays plus riches où donc peu de gens ont accès à l'eau du robinet. Pourquoi une telle différence? Ce n'est pas un problème économique, c'est un problème de priorité dans les choix politiques.
Donc il y a beaucoup de problèmes liés à l'eau. Les réponses sont politiques, mais aujourd'hui, malheureusement, ces problèmes s'aggravent. Et donc le monde a besoin de politiques publiques plus ambitieuses. Alors au niveau mondial, il existe quelque chose, à savoir que nous sommes dans une période qui s'appelle la période des objectifs du millénaire pour le développement. C'est une période qui s'est ouverte en 2000 et qui va se terminer à la fin de l'année prochaine, fin 2015. Dans cette période, le monde a décidé, enfin certains ont décidé à votre place, sont les gouvernements, mais les Nations Unies ont décidé d'œuvrer tous en commun pour améliorer l'accès à l'eau potable, l'accès des populations à l'eau potable, et pour améliorer l'accès des populations aux toilettes. Ce sont deux enjeux importants liés à l'eau. Mais ce programme se termine l'année prochaine, fin 2015. Et en 2015 va s'ouvrir une autre époque, l'époque des objectifs de développement durable, Sustainable Development Goals en anglais, qui normalement devrait être décidé à la fin de l'année 2015. Alors, une question se pose, est-ce que les gouvernements, soutenus par leurs opinions publiques, vont décider en 2015 de partager une vision commune des enjeux liés à l'eau et se fixer des objectifs communs? C'est ce que nous allons voir dans les prochaines minutes. Alors, au début de l'année dernière, les Nations Unies ont fait une très grande consultation par Internet. Tout le monde pouvait répondre, le monde entier, sur un certain nombre de sujets qui pouvaient faire partie des objectifs mondiaux post-2015. Vous avez ici la façon dont la société civile a voté avec, non pas ses pieds, mais avec ses clics. À savoir, suivant les sujets, le nombre de personnes qui se sont intéressées et qui ont dit « ça, c'est un sujet important ». Il faut que les Nations Unies s'en saisissent. Et vous voyez qu'il y a des sujets très importants qui ont été évoqués. La santé, l'éducation, l'emploi, la paix, etc. Eh bien, l'eau a obtenu 3 fois plus d'intérêt que tous les autres sujets. Le monde s'inquiète des problèmes liés à l'eau et attend que les gouvernements fassent davantage. Donc là, l'opinion publique est clairement en attente de ce qu'il se passe quelque chose et que les gouvernements décident des objectifs pour l'eau. Alors ces objectifs qui vont être décidés l'année prochaine, en 2015, ils vont ressembler aux objectifs du millénaire qui, eux, se terminent fin 2015. À savoir que ce sont des objectifs structurés. Il y a d'une part des objectifs, c'est l'aspiration, enfin l'intention, mais il y a des cibles qui sont quantifiées, datées. Alors, par exemple, pour l'eau potable, c'était on veut diviser par 2 d'ici 2015 la proportion de la population mondiale qui partage de l'eau avec des animaux. C'était ça, c'est là-dessus que nous vivons aujourd'hui. Et ces cibles étant quantifiées, s'appuient sur des indicateurs précis. Donc cette politique mondiale n'est pas une politique de discours. C'est certes un discours sur ce qu'on veut faire, mais en plus, il y a des choses concrètes. On veut mesurer un progrès sur des indicateurs précis. Donc la question qui se pose est maintenant un peu plus précise. Est-ce qu'en 2015, les Nations Unies vont décider de cibles quantifiées sur les enjeux de la gestion de l'eau? Alors pour ce faire, il faut d'abord qu'ils comprennent quels sont les plus grands problèmes. Alors je disais, il y en a 7 milliards. On a vu avec Itekuni que le nombre de problèmes en fait, est très élevé. Mais quand on est au niveau mondial, il est important de s'abstraire de ces problèmes personnels, de ne pas rêver avec ses émotions. Il est important de comprendre où sont les grands problèmes. Alors, sur ces aspects, je trouve que j'ai réfléchi pas mal, j'ai même publié, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et de mon point de vue, il y a 4 grands problèmes sur la Terre aujourd'hui en matière d'eau. Il y a le problème des pénuries croissantes d'eau, pas partout. Je
ne pense pas qu'au Canada, on manque d'eau. Mais il y a beaucoup d'endroits dans le monde où chaque année, c'est de plus en plus difficile de satisfaire tous les besoins. Il y a des problèmes d'accès des populations à l'eau potable et à l'assainissement. Il y a des problèmes de pollution de l'eau. Et puis enfin, comme ça a été bien dit ce matin, l'eau n'est pas uniquement un facteur de vie, c'est aussi un facteur de mort. Il y a des problèmes liés aux catastrophes liées à l'eau. Alors ces 4 grands sujets, pénurie, problème d'accès des populations, pollution, catastrophe, sont assez distincts. Ils ont peu de points communs. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que l'essentiel de ces problèmes sont créés par nous les hommes qui vivons sur la Terre. Ce n'est pas la nature qui crée ces problèmes, contrairement à ce que beaucoup croient. L'essentiel des problèmes liés à l'eau aujourd'hui sur la Terre sont des problèmes créés par les activités humaines. Et donc, si on veut, on doit pouvoir les résoudre. Et je voudrais partager cet optimisme. On a les moyens de résoudre ces problèmes. Par contre, ce sont des problèmes de gestion, d'action. Il faut gérer les pénuries croissantes. Il faut améliorer l'accès à l'eau. Il faut dépolluer. Et il faut anticiper les catastrophes. Comme ce sont des problèmes d'action, ce sont des problèmes politiques. Il faut que les politiques soient là pour, effectivement, gérer ces problèmes. Alors, explorons ces 4 grands problèmes, ces 4 grands enjeux, un par un. Pourquoi je voudrais faire ça avec vous? Pour 2 raisons. D'une part, parce que je voudrais vous convaincre que, malheureusement, ces problèmes sont en croissance. Aujourd'hui, le monde ne traite pas correctement ces problèmes, et ils s'aggravent. Et d'autre part, parce que vous pouvez être surpris pour certains de leurs aspects. Alors, je vais commencer par ce qui fait déjà partie, plus ou moins, des objectifs mondiaux actuels, les problèmes d'accès des populations. D'abord, l'accès à l'eau potable. Alors, l'accès à l'eau potable, c'est un sujet de très grande hypocrisie, figurez-vous. En effet, si vous allez sur Internet, si vous regardez les déclarations des gouvernements, si vous regardez ce que disent les médias, habituellement, ils utilisent le chiffre que vous avez là, en disant que 748 millions de personnes sur la Terre n'ont pas accès à de l'eau potable. C'est faux. Mais c'est faux de beaucoup. Cette statistique des Nations Unies ne mesure absolument pas le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Elle mesure le nombre de personnes qui partagent leurs sources d'eau avec des animaux, et donc sont potentiellement contaminés par ces animaux. Mais les autres, qui utilisent de l'eau que les animaux ne voient pas, sont aussi potentiellement contaminés. Et ils sont très nombreux, ils sont des milliards. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des milliards de personnes qui utilisent tous les jours de l'eau non potable. Alors, quelques chiffres, mais qui sont relativement récents, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une grande hypocrisie et on n'arrive pas bien à voir la réalité. Aujourd'hui, 3 octobre, la meilleure estimation qu'on a, c'est qu'il y a 2 milliards de nos collègues qui vont utiliser de l'eau non potable, dangereuse pour leur santé, de l'eau contaminée. Aujourd'hui, il y a environ 3 milliards de personnes qui n'ont pas d'eau chez elles, au robinet, et qui donc vont devoir aller la chercher ailleurs. Ça m'étonnerait que vous ayez déjà fait le test, enfin vous pourrez faire le test un jour. Vous prenez un bidon, vous le remplissez d'eau, et vous découvrirez qu'un bidon de 20 litres, ça pèse 20 kilos. Parce que si vous le transportez sur plus d'1 kilomètre, eh ben, vous en souviendrez longtemps. En plus, il y a des gens qui ont des robinets, qui ont la chance d'avoir de l'eau chez eux, mais ce n'est pas pour autant que cette eau arrive tout le temps. On estime environ 4 milliards le nombre de personnes qui n'ont pas un accès permanent à l'eau. En effet, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où même si vous avez la chance d'avoir un robinet, et donc si vous avez la chance d'être parmi les nantis, quand vous ouvrez le robinet, il n'y a pas d'eau qui coule. Parce que la politique publique n'a pas été capable d'apporter de l'eau en continu. 4 milliards, nous sommes 7 sur la Terre, 7 milliards aujourd'hui. Donc ces gens qui ont de l'eau qui coule par intermittence,
ou qui sont obligés de faire appel à des camions-citernes qui, eux, arrivent de façon très discontinue, vont stocker l'eau dans leur baignoire, vont stocker l'eau dans des réservoirs dans lesquels la contamination est souvent importante. Mais de toute façon, s'ils ont de l'eau au robinet de temps en temps, il faut savoir qu'elle est potentiellement dangereuse. Il ne faut pas boire l'eau d'un robinet si cette eau n'arrive pas tout le temps, parce que techniquement, elle est très probablement contaminée par l'eau du sol. Donc ça fait quand même 4 milliards de personnes qui sont en situation, je dirais, incertaine vis-à-vis de l'eau potable. Donc dans le monde, il y a une fracture sociale très importante entre ceux qui ont un accès satisfaisant à l'eau potable et ceux qui ont un accès insatisfaisant. Aujourd'hui, les objectifs mondiaux ne traitent qu'une toute petite partie du problème. Il y a des milliards de personnes qui ont un accès insatisfaisant dont on ne s'occupe pas. Alors, accès insatisfaisant, ce n'est pas une expression très précise. Et pendant des années, même les professionnels de l'eau ne s'accordaient pas sur ce que ça voulait dire. Mais ce matin, Chris a mentionné quelque chose, il a parlé de droit à l'eau. Et ça, c'est une innovation importante. En effet, en 2010, donc il y a 4 ans, l'accès à l'eau potable et l'accès à l'assainissement ont été reconnus comme des droits de l'homme. Alors, certains pensent que ça ne change rien, mais ce n'est pas vrai du tout. Ça change beaucoup de choses. Parce que ce droit de l'homme, ce n'est pas quelque chose d'émotionnel et de flou. En fait, le droit international aujourd'hui dit que chacun, chaque homme, chaque femme a droit à avoir accès à une eau qui a certaines caractéristiques. Et vous allez reconnaître un vocabulaire qui a été utilisé tout à l'heure pour Durban. L'eau doit être potable au sens non dangereuse pour la santé. Elle doit être acceptable. Elle doit être disponible et accessible. On doit pouvoir y avoir accès sans discrimination. Et son coût doit être abordable. Ce qui ne veut pas dire qu'elle doit être gratuite, mais ce qui veut dire qu'elle ne doit pas être trop chère vis-à-vis des revenus des ménages. Donc aujourd'hui, le droit international est assez précis et ça se traduit dans des choses très concrètes pour ceux qui gèrent l'eau. Par exemple, pour qu'il y ait suffisamment d'eau, il faut que la pression dans les tuyaux soit suffisante. La disponibilité de l'eau, ça veut dire que pour les gens qui ont des robinets, il faut que l'eau arrive tout le temps, etc. Donc des choses assez précises. Donc le droit de l'homme a maintenant clarifié ce qu'est un accès à l'eau satisfaisant. Parce qu'on ne peut pas considérer comme satisfaisant quelque chose qui est moins bien qu'un droit de l'homme quand même. Donc c'est vraiment le seuil à franchir. Il y a des tas d'exemples dans la littérature sur comment mettre en œuvre le droit à l'eau. Bon, Durban est un excellent exemple. Moi, je cite une publication qui montre dans une quarantaine d'exemples comment on peut concrètement faire progresser l'acceptabilité, l'accessibilité, le caractère abordable de l'eau. Il y a des exemples sur la planète entière. Bon, mais comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, les gouvernements ne veulent pas regarder la réalité. Ils sont encore avec leurs 800 millions de personnes, c'est ce qui est considéré dans beaucoup de documents. Ça change, c'est en train de changer. Donc les meilleures estimations qu'on a sont de l'ordre de grandeur que ce que je vous donne. C'est qu'environ, il y a près de 2 milliards de personnes qui, aujourd'hui, ont une eau malsaine, mais comme les autres auront peut-être une eau malsaine demain, parce que la qualité de l'eau est irrégulière, parce que la pluviométrie change, etc., en fait, c'est plus de 3 milliards de personnes dont on estime aujourd'hui que dans une année, elles peuvent utiliser de l'eau contaminée. Mais si on regarde tous les critères du droit de l'homme à l'eau potable, c'est pas 3 milliards, c'est au moins 3 milliards et demi. C'est-à-dire c'est au moins la moitié de l'humanité dont le droit de l'homme à l'eau potable n'est pas satisfait. Alors voilà, c'est quand même un enjeu sérieux. Et donc une question, c'est est-ce que les Nations Unies, l'année prochaine, le prendront vraiment avec sérieux ? Alors il y a un aspect voisin qui est l'accès à l'assainissement et en particulier aux toilettes. Alors ça a été plutôt bien raconté tout à l'heure pour Itequini, donc je ne veux pas trop détailler là-dessus. Sachez simplement que l'accès aux toilettes,
n'est pas quelque chose d'équitablement réparti sur la Terre. Quand on mesure le nombre de personnes qui utilisent des toilettes de différentes technologies, on arrive à l'échelle que vous avez là, à savoir qu'il y a aujourd'hui 1 milliard de personnes, donc une personne sur 7, qui n'ont aucune toilette et qui pratiquent ce qu'on appelle la défécation en plein air. Donc ça, c'est un problème majeur qu'on a mesuré que récemment. Et là, je pense qu'au niveau des Nations Unies, c'est clair. Là, je suis à peu près persuadé que les choses font l'objet d'un programme l'année prochaine. Mais il y a quand même 2,5 milliards de personnes au total qui n'ont pas de toilettes décentes dans lesquelles elles sont certaines de ne pas être contaminées par leurs excréments ou celles de leur famille. 2,5 milliards, c'est beaucoup, et ce nombre baisse que très, très, très doucement. Donc une accélération serait nécessaire. Là encore, un droit de l'homme a été créé. Le droit aux toilettes, le droit à l'accès à l'assainissement est maintenant un droit de l'homme. Et donc, un peu partout dans le monde, il y a des efforts qui sont faits pour améliorer cet accès. Oublions l'eau potable et les toilettes pour un instant et pensons aux ressources en eau. Là, ce n'est pas l'eau potable dont on parle, c'est l'eau, je dirais, dans les rivières, dans les lacs, dans les nappes souterraines. Alors, on a beaucoup de chance, nous sommes sur une planète bleue, il y a énormément d'eau. Elle n'est pas très bien répartie, et les hommes ont historiquement essayé d'habiter là où il y avait de l'eau, mais dans le dernier siècle, ils ont trouvé le moyen d'aller habiter pas forcément là où l'eau est abondante. Donc il y a un problème de gestion de ces ressources en eau. Et les hommes ont de plus en plus besoin d'eau pour leurs activités. Alors c'est pas vrai partout. C'est un sujet difficile, parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de problème. Par exemple, dans mon pays, moi je suis français, il n'y a pas de problème. Chaque année, on utilise à peu près autant d'eau que l'année précédente. Mais il y a des pays dans lesquels, chaque année, on utilise beaucoup plus d'eau que l'année précédente. Et au niveau mondial, voilà les estimations que nous avons sur l'utilisation d'eau par l'agriculture, par l'industrie et par les populations. Il y a la gestion urbaine de l'eau qui est en fait pour les populations. Donc vous voyez que sur le XXe siècle, l'utilisation de l'eau douce a explosé. Et elle a explosé aussi bien pour l'agriculture que pour l'industrie ou pour les villes. Aujourd'hui, on considère que 70% de l'eau qui est pompable, celle qu'on peut prendre dans les rivières ou dans les lacs ou dans les nappes souterraines, 70% de cette eau est utilisée pour l'irrigation agricole. 20% pour les industries et 10% pour la population, pour faire de l'eau potable. Donc voilà à peu près la situation actuelle. Alors, est-ce que ça va continuer ? Malheureusement ou heureusement, oui. Aujourd'hui, on pense que ça devrait augmenter encore fortement, puisque vous voyez, dans les 35 prochaines années, on imagine que ce qu'on appelle la demande en eau, pour que chacun puisse satisfaire ses besoins, cette demande va augmenter de plus de 50%. Essentiellement à cause de l'accroissement du niveau de vie des gens, qui font que dans les pays en développement, lorsque le niveau de vie augmente, les personnes utilisent plus d'eau, mais aussi l'accroissement de la production d'électricité, qui consomme beaucoup d'eau, et l'accroissement, le développement économique, avec le développement de l'industrie. Alors on peut agir là-dessus, mais il faut être réaliste. C'est pas, dans les 35 prochaines années, on ne va pas supprimer complètement ce besoin. Alors c'est l'agriculture qui est la première concernée. Pourquoi ? Parce que l'eau d'irrigation est en concurrence avec les autres usages. Alors l'eau d'irrigation, ça ne représente que 20% de l'eau utilisée pour la production agricole. 80% vient de l'eau de pluie qui arrive directement dans les champs. Mais ces 20%, comme je disais à l'instant, c'est quand même 70% de l'eau qui est pompable et qui est donc potentiellement utilisée par d'autres personnes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Dans beaucoup d'endroits dans le monde, les agriculteurs veulent plus d'eau
l'économie veut plus d'eau et la ville qui est à côté des agriculteurs veut plus d'eau. Donc, chaque année, localement, je dis bien localement, il est de plus en plus difficile de satisfaire tous les besoins. Donc, il y a une multiplication de conflits locaux dans le monde. Ce n'est pas des guerres entre pays dont il s'agit, c'est des conflits locaux. Mais je peux vous dire qu'il y en a des milliers aujourd'hui. Et c'est de plus en plus difficile de satisfaire toutes les demandes, de satisfaire ce qu'on appelle le stress hydrique, de répondre à ce stress. Les politiques publiques se sont déjà laissées dépasser par ce problème, puisque aujourd'hui, il y a un quart de l'humanité qui vit sur un territoire dont les ressources souterraines sont surexploitées, ce qui veut dire que les politiques se sont laissées déplacer. Donc il y a un vrai problème de gestion des ressources en eau. On est en train d'aller dans le mur, il y a des nappes souterraines qui sont en train de s'épuiser. Ça n'est pas durable. Il faut qu'on arrive à des politiques plus astucieuses. Il y a des solutions. Il y a des solutions. On peut économiser l'eau dans beaucoup d'usages. C'est possible, ça se fait. On peut mobiliser de nouvelles ressources, par exemple en dessalant l'eau de mer. Mais surtout, on peut mieux s'organiser. En effet, l'eau, ça se réutilise. On peut réutiliser l'eau 2 fois, 3 fois, 100 fois, mais à condition de le vouloir, et donc de la gérer correctement. Donc de plus en plus d'endroits, on réutilise par exemple les eaux usées qui sortent des villes pour faire de l'irrigation. On combine comme ceci 2 usages. Mais ça ne se fait pas n'importe comment. Il faut bien le faire, et comme ça a été dit à Durban, il faut que la population soit d'accord. Il faut que les citoyens comprennent que c'est une vraie réponse. Troisième problème, la pollution. Alors là, ça dépend vraiment des pays. Il y a des pays qui font beaucoup de choses pour gérer la pollution des eaux par les activités humaines, d'autres qui font moins. Alors, est-ce que c'est un problème important ? Alors, il y a beaucoup d'idées variées dans la nature, dans les communautés humaines. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne sait pas bien la situation. Parce que c'est un problème qu'au niveau mondial, les Nations Unies, les gouvernements, ont ignoré jusqu'à ces dernières années. Donc aujourd'hui, on n'a pas de statistiques au niveau mondial. La meilleure estimation qu'on ait est effrayante. On pense qu'aujourd'hui, dans le monde, 80% des eaux utilisées par les activités humaines et donc polluées par les activités humaines sont rejetées dans la nature sans aucune dépollution. Vous vivez peut-être dans un pays où ce n'est pas comme ça, où il y a des stations d'épuration, par exemple. Mais sachez que ça n'est vraiment pas une situation typique à travers le monde. Donc, plus de 80% des eaux usées sont aujourd'hui rejetées sans traitement. Ce qui veut dire probablement, je dis bien probablement, parce qu'on n'en a pas encore la mesure, que nous sommes en train de nous contaminer nous-mêmes et de contaminer notre environnement à grande vitesse. Donc une réaction est nécessaire. Je dois dire que les Nations Unies sont enfin en train d'en parler. Mais depuis 3-4 ans. Donc il y a un énorme besoin d'améliorer la gestion des eaux usées et d'éviter ce genre de choses, c'est-à-dire de rejeter sa pollution dans un cours d'eau qui va être utilisé par d'autres. Ces autres pouvant être une population, une ville qui habite à l'aval, pouvant être des poissons, même toute une chaîne alimentaire qui se nourrit sur les poissons. C'est possible de faire ça. Beaucoup de gens disent c'est trop cher. Ben oui, mais il y a des contre-exemples. Et je vous donne l'exemple du Chili. Le Chili, c'est un pays en développement. Il y a 15 ans, au Chili, il y avait très peu d'eau usée qui était dépolluée. Aujourd'hui, en 2014, 100% des eaux urbaines du Chili sont dépolluées. Donc le Chili a pu faire en 15 ans un miracle. Dernier sujet, les catastrophes liées à l'eau. Alors les catastrophes liées à l'eau, ce sont les grandes sécheresses, les inondations. Bon, je ne vais pas vous en parler en détail, ça existe. Je vais simplement dire qu'il y en a quand même beaucoup. Maintenant qu'on est informé au jour le jour par Internet sur tout ce qui se passe dans le monde, il n'y a pas un jour où il n'y a pas d'inondation dans le monde. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de normal. Alors, nous venons d'explorer 4 grands sujets. Malheureusement, déjà, ces 4 grands sujets sont des problèmes en soi. Mais en plus, il y a des facteurs aggravants. Je vais en citer 3. Le
Premier facteur aggravant, c'est l'urbanisation du monde. Vous savez que l'essentiel de la croissance démographique est aujourd'hui en ville. Les villes poussent comme des champignons aujourd'hui dans le monde en développement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça pose de graves problèmes aux politiques publiques. Alors, ça a été évoqué à Durban, et c'est pour ça que j'ai dit qu'à Durban, ils font un super travail. Parce que si on prend les indicateurs qui sont disponibles au niveau mondial sur l'accès à l'eau et à l'assainissement, vous les avez ici sur ce graphe, ils ne sont pas très nombreux. Ne regardez pas trop leurs détails. Vous voyez simplement qu'il y a une colonne qui est la moitié rurale du monde. Dans cette moitié rurale du monde, j'ai indiqué les variations de population sur les 12 dernières années, depuis l'an 2000. Les gens qui n'ont pas accès à l'eau du robinet, ou les gens qui n'ont pas accès à de l'eau dite améliorée, ou les gens qui n'ont pas accès à des toilettes. Vous voyez que sur les 12 dernières années, ce nombre de personnes a été fortement réduit. Donc en pratique aujourd'hui, les politiques publiques réussissent bien, dans la moitié rurale du monde, à améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Mais si je regarde la moitié urbaine du monde, c'est l'inverse. Aujourd'hui, il y a plus de citadins sans eau du robinet qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a plus de citadins sans toilettes dans les villes qu'il y a 10 ans. Le monde est en régression sur l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les villes. Pourquoi? Parce que les villes croissent, alors pas partout, c'est toujours pareil, ça dépend des pays, mais au total, il y a énormément de villes qui se croissent. Une partie de la croissance urbaine se fait de façon planifiée, et à ce moment-là, les services publics peuvent être construits avant que les hommes arrivent, mais une partie importante de la croissance urbaine se fait dans des zones non planifiées, comme ça a été bien montré à Durban tout à l'heure. Dans ces parties-là, les hommes arrivent et les services publics doivent suivre. Mais en pratique, aujourd'hui, ils ne suivent pas, et l'accès à l'eau et à l'assainissement se dégrade dans les villes. Le nombre d'habitants, le nombre de citadins qui habitent dans les bidonvilles est de l'ordre d'un tiers aujourd'hui de la population urbaine, et ce nombre est en croissance. Donc aujourd'hui, le monde est en train de fabriquer des villes dans lesquelles il sera plus difficile de vivre demain. Et s'il n'y a pas un sursaut, s'il n'y a pas des moyens supplémentaires, et si les citoyens ne veulent pas faire davantage, ils vont laisser à leurs enfants un monde plus difficile à vivre. Deuxième facteur aggravant, les changements climatiques. Alors, pourquoi c'est un facteur aggravant? Pour plusieurs raisons. Je vais en citer qu'une. C'est parce qu'avec les changements climatiques, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où on s'attend à des événements extrêmes plus nombreux et plus extrêmes. C'est-à-dire, en pratique, des chutes de pluie plus importantes et donc des inondations plus importantes. Alors, inondations plus importantes, d'abord, ça met des vies en jeu, en péril. Mais il faut voir aussi que les inondations posent des problèmes sur les autres, ont des conséquences sur les autres sujets que j'ai évoqués. Quand il y a une inondation, il y a toujours une augmentation de la pollution locale. La pollution part dans les rivières, les rues inondées. Lorsqu'il y a une inondation, c'est plus difficile de trouver de l'eau potable. Et c'est en cas d'inondation qu'il y a le plus grand nombre d'épidémies. Donc, le changement climatique est un facteur aggravant important. Mais ça n'est pas un problème en soi, ça n'est qu'un facteur aggravant. Les vrais problèmes sont ceux que j'ai évoqués tout à l'heure. Troisième facteur aggravant, c'est le soutien des citoyens qui est souvent vacillant parce qu'il y a des tas d'idées fausses. Alors, je vais en citer trois simplement. Il y a une grande idée qui est de dire, pour que tout le monde ait de l'eau, comme les gens sont pauvres, il faut subventionner le prix de l'eau. C'est vrai que c'est très bien, mais il faut bien voir que subventionner le prix de l'eau, ça n'apporte pas une goutte aux milliards de personnes qui n'ont pas de robinet. Ceux qui n'ont pas de service public ne bénéficient pas des subventions publiques, dans ce cas-là. Pareil, autre idée, beaucoup de gens qui pensent qu'il faut apporter plus d'eau dans les tuyaux. Et c'est vrai que ça sera très utile pour ceux qui ont de l'eau de façon intermittente. Mais il faut être conscient qu'en faisant ça, on aide ceux qui ont des robinets. On n'aide pas ceux qui n'en ont pas, et qui sont pourtant au moins 3 milliards. Autre idée fausse,
beaucoup de gens croient que dans les pays en développement, les gens n'ont pas d'eau potable parce qu'ils sont trop pauvres, parce que les pays sont pauvres et les gens sont trop pauvres pour payer l'eau. Ça n'est pas vrai. Je vous ai montré tout à l'heure que la richesse du pays n'est pas un critère. Et par ailleurs, il faut savoir que dans beaucoup de bidonvilles où il n'y a pas de service public, les hommes et les femmes, ils sont bien obligés de trouver de l'eau. Eh bien, ils vont la chercher, ils trouvent d'autres moyens, et ces moyens sont plus chers. Il n'est pas rare que le litre d'eau dans un bidonville coûte beaucoup plus cher que dans un pays développé. Donc ces fausses idées sont des idées qui gênent beaucoup les politiques publiques. Et malheureusement, il y en a plein d'autres. Alors, est-ce que dans ce contexte, je vais parler de 4 grands sujets, 4 grands problèmes. Je vais parler de facteurs aggravants. Est-ce que le monde va résoudre ces problèmes? Eh bien, une chose dont je suis certain, c'est que ça ne se fera pas par hasard. On ne résout pas des problèmes collectifs sans s'organiser, sans le vouloir, sans mettre des moyens. Et donc, il faut des politiques publiques, et il faut qu'elles soient plus ambitieuses qu'aujourd'hui. Alors, j'en arrive à mon dernier point, c'est est-ce que l'année prochaine, les gouvernements vont faire leur travail? Et ayant dit ça, il y a un problème éthique quand même qui se pose, c'est que l'eau, bien entendu, tous les sujets que j'ai évoqués sont des sujets majeurs pour l'humanité. Chacun a besoin d'eau potable. Mais il y en a d'autres. Et je vous ai mis là un extrait des sujets qui sont en débat. Aux Nations Unies, aujourd'hui, on discute de savoir est-ce que l'année prochaine, il faut un objectif sur la sécurité alimentaire? Est-ce qu'il faut une cible sur la réduction de la pauvreté? Est-ce qu'il faut une cible pour la réduction de la mortalité infantile? Est-ce qu'il faut une cible pour l'égalité homme-femme? Est-ce qu'il faut une cible pour le plein emploi? Ben, la réponse est peut-être oui. Alors comment faire? Est-ce qu'il y a des priorités entre tout ça? C'est ce dont on discute aujourd'hui, à New York et dans beaucoup de capitales. Et la société civile en débat aussi. Les problèmes liés à l'eau, jusqu'à présent, à New York, on ne les voyait que par l'accès à l'eau potable et aux toilettes. Mais aujourd'hui, on considère plus sérieusement les autres problèmes que j'évoquais tout à l'heure. La pollution par les eaux usées, les usages de l'eau, les catastrophes. Il n'empêche, c'est très difficile de prendre la bonne décision. Quelle cible se fixer? Et sur chaque sujet, quelle ambition se donner pour les 15 prochaines années? Parce que c'est ça l'enjeu. Alors, c'est une espèce de coupe du monde. Alors, ce n'est pas la coupe de foot, parce qu'il n'y a aucune règle. Une coupe du monde entre les sujets, entre la mortalité infantile et l'accès à l'eau potable, entre l'égalité homme-femme et l'accès à l'énergie. Bon. Qui va être retenu en 2015? Aujourd'hui, personne ne sait. Mais ça se passe de la façon suivante. C'est à Rio, en 2012, qui a été décidé qu'en 2015, il y aurait des objectifs de développement durable. Aujourd'hui, on est en septembre 2014, et le sujet a déjà été bien trié, puisque non seulement il y a eu un travail d'experts, mais il y a eu un travail politique. Et il y a un sous-groupe d'États, 70 États, qui viennent de remettre leurs conclusions fin juillet, et qui ont proposé 16 objectifs. Alors, il se trouve que dans leurs 16 objectifs, il y a de l'eau. Voilà la liste des objectifs, c'est pas la liste des sujets, pardon, les objectifs ne sont pas là-dedans, mais voilà la liste des sujets qu'ils ont considérés. Vous voyez, il y a la santé, l'éducation, etc. Mais il y a un des objectifs qui est l'eau et l'assainissement. Alors, sur cet objectif eau et assainissement, les États proposent... Alors, est-ce qu'ils ont considéré les problèmes que j'évoquais tout à l'heure? Est-ce qu'ils sont sérieux? La réponse aujourd'hui est oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont considéré les catastrophes liées à l'eau, mais ils n'ont pas mis ça dans l'objectif eau et assainissement, ils ont mis ça dans l'objectif réduction de la pauvreté et inégalité. Parce qu'effectivement, les catastrophes impactent essentiellement les gens les plus pauvres. Mais ils ont considéré donc ces catastrophes. Ils ont considéré les problématiques d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, avec une cible pour chacun de ces deux problèmes. Ils proposent une cible pour l'amélioration de la gestion des eaux usées, du recyclage de l'eau, et ils proposent une cible pour la gestion des ressources en eau. Donc oui, ces 70 gouvernements, aujourd'hui, proposent à leurs pairs de progresser dans les directions que j'ai évoquées. Ils proposent d'affronter les vrais problèmes. Et donc je trouve que c'est très bien.
Alors, ils ont rajouté une cible au débat tout récemment, qui est aussi une cible tout à fait louable, mais en fait, elle existait déjà, j'aurais pu le mentionner avant, elle existait déjà dans le cadre de la Convention sur la biodiversité. C'est une cible sur la protection des écosystèmes. Donc là, il n'y a rien de nouveau, puisque en fait, l'objectif existait. Alors, je n'ai pas le temps de vous détailler ces cibles, je les ai là, mais ce n'est pas la peine. Je vais simplement conclure en disant, bon, nous sommes dans un monde où les problèmes liés à l'eau sont malheureusement en croissance. Il y a des situations qui se dégradent. Les pénuries d'eau augmentent dans un très grand nombre d'endroits dans le monde. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un problème pour des milliards de personnes. Nous polluons, enfin nous, beaucoup d'entre nous polluons nos voisins. Il y a des morts et beaucoup de gens qui souffrent des catastrophes liées à l'eau. Tout ceci dans un contexte d'urbanisation qui n'est pas favorable, parce que les politiques publiques font une course-poursuite avec la croissance urbaine, mais là, aujourd'hui, perdent cette course. En plus, il y a des changements climatiques. Donc les problèmes liés à l'eau sont sérieux, sont graves, mais comme je le disais tout à l'heure, ce sont des problèmes qui ont des solutions. Les solutions techniques existent. Les solutions économiques sont accessibles. La vraie question est politique. Est-ce que les bonnes politiques publiques vont être prises? Et ça, c'est un problème pour les gouvernements, certes, mais c'est surtout un problème pour les citoyens. Est-ce qu'ils ont envie de résoudre leurs problèmes, mais aussi ceux des autres? Est-ce qu'ils sont dans le membership dont on parlait ce matin? Est-ce qu'ils comprennent que résoudre les problèmes de l'eau, c'est un problème collectif et qu'il faut le résoudre ensemble? On peut le faire, mais les décisions ne sont pas encore là. Alors espérons que l'année prochaine, au niveau mondial, on prendra de bonnes orientations et que ces orientations seront le guide pour les politiques nationales. Merci.